Bonsoir, mesdames, messieurs. Vous êtes sur Balafon Télévision. Merci d'être au rendez-vous. Ce soir, nous parlerons des médicaments contrefaits. Les autorités camerounaises ont mené en fin de semaine une offensive majeure contre le trafic des produits pharmaceutiques illicites, marquée par d'importantes saisies et destructions de faux médicaments, notamment à Bamenda. Ces opérations s'inscrivent dans une politique nationale de durcissement de la riposte sanitaire. À Bamenda, près de 100 cartons de faux médicaments et de stupéfiants ont été détruits publiquement. D'une valeur estimée à plus de 28 millions de francs CFA, ces médicaments falsifiés, incinérés, ont été saisis grâce à l'opération menée par les autorités locales à la suite d'une filature rigoureuse menée par les éléments du commissariat central de la ville de Bamenda. Rappelons que ce type de saisie n'est pas nouveau au Cameroun. La vente illicite en plein air ou dans des échoppes non agréées est monnaie courante, au point où certains usagers s'approvisionnent sans tenir compte de la mauvaise conservation qui rend le produit plus nocif encore à la santé. Qu'est-ce qui justifie la persistance de ce phénomène de vente de médicaments illicites au Cameroun ? Comment ces réseaux de contrebande parviennent-ils à déjouer la vigilance des systèmes de sécurité pour livrer ces produits non autorisés? Peut-on espérer un jour éradiquer le phénomène? Si oui, avec quels moyens? Nous en parlerons tout à l'heure en deuxième partie avec Joseph Bembo. Place au journal. Bienvenue au journal de Balafon Télévision. Une femme enceinte et deux autres personnes tuées dans les inondations à Limbé. Au moins 3 personnes, dont une femme enceinte, sont décédées suite à l'effondrement d'un bâtiment provoqué par de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Limbé, dans le département du Fako, région du Sud-Ouest, ce mercredi matin. En plus des pertes en vies humaines, les eaux de ruissellement mêlées à d'énormes pierres ont emporté et enseveli des véhicules, tandis que la circulation était à l'arrêt dans de larges secteurs de Limbé. Des services publics et des sites touristiques ont également été inondés par ces pluies torrentielles. Les autorités de la protection civile exhortent les habitants vivant dans les zones à risque d'éboulement et d'inondation à évacuer afin d'éviter d'autres dégâts. Fondré Marquez suit l'évolution de la situation à Limbé. Heavy rains that poured on Tuesday in Limbe, Fako Division left large parts of the coastal city inundated, with streets and buildings turning into what residents describe as natural swimming pools. The downpour led to casualties. 3 persons, including a pregnant woman, were confirmed dead after a building collapsed in the Mbinde neighborhood following the heavy rainfall. The tragic incident has left family members and the entire population of Limbe in lamentation and mourning as rescue teams retrieved corpses from the trapped rubble. Cars and bikes were swept away by runoff water mixed with stones. This is PGHS. It's blocked everywhere. Car cannot go up, car cannot come down. 4 Okada have gone here. Okada people who they say on the bicycle, they try to pass, they have taken Okada. See 4 Okada here. This one have carried 4 Okada and sell inside here. Even the BEAC office was flooded as staff fled to safety. Water overflowed to the Botanic Garden. Roads were not spared, with circulation halted for several hours. Even bike riders who attempted to transport passengers through the flood waters were almost swept away. However, civil protection authorities are urging residents living in landslide-prone areas, flood-prone neighborhoods, steep hillsides, valleys, and unstable slopes to evacuate immediately and relocate to safer locations until weather conditions. Face à cette situation critique, l'heure est réellement à la vigilance. Revendication dans le secteur de l'enseignement supérieur. Sit-in du CINES. La pression monte devant le MINESUP. Les enseignants-chercheurs durcissent le ton pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Depuis le 3 août, ils observent un sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé afin d'exiger, entre autres, le paiement de leurs allocations spéciales de recherche,
l'apurement de la dette académique, le rétablissement de l'assurance maladie des enseignants des universités d'État, ainsi que la prise en compte des préoccupations liées à l'insécurité sur certains campus. Une mobilisation destinée à maintenir la pression sur les autorités en attendant la rencontre annoncée avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le point, c'est avec vous, Sébastien Oyébé. Ils ont répondu présent devant l'immeuble du ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé. Des enseignants des universités d'État, tous membres du CINES, poursuivent leur sitting. Une mobilisation qui se veut pacifique, alors même qu'une rencontre avec le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, est annoncée. Non, je vous ai dit que l'audience est prévue pour la fin du mois, mais en attendant, nous n'allons pas arrêter nos activités. Dès que les comptes des enseignants sont accrédités, il est clair que les enseignants, vous n'entendrez pas les enseignants faire du bruit. C'est une activité qui a été pensée par le Bureau exécutif national et les enseignants vont aller jusqu'au bout. Les premiers jours, il y avait peu de collègues, mais comme vous pouvez le constater, les collègues sont venus des différentes universités du Cameroun. À l'origine de cette mobilisation, un communiqué signé le 28 juillet 2026, le syndicat réclame le paiement des allocations spéciales de recherche des 4e trimestres 2025, ainsi que des premiers et 2e trimestres 2026. Il demande également l'apurement de la dette académique, dont moins de 6 milliards de francs CFA auraient été versés sur les 15 milliards annoncés. Nous dénonçons le processus de recrutement des enseignants dans les universités et des doctorants. L'absence de primes nous déprime, nous opprime et nous comprime. Ceci est un signe d'autant plus grave et d'autant plus dangereux que discuter de la paye et sortir les enseignants au-delà des campus, de leur laboratoire, il faudrait que ces laboratoires soient équipés. Mais les sorties de leur laboratoire signalent que nous sommes à un moment extrêmement critique de l'histoire de la vie intellectuelle de notre pays. Le CINES annonce la poursuite du sitting jusqu'au 7 août et n'exclut pas de nouvelles actions à l'absence de réponse concrète. Une situation qui pourrait perturber la prochaine rentrée académique. Une absence de prime qui comprime justement ces enseignants-chercheurs, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Quittons Yaoundé pour la région de l'Ouest, plus précisément Bafoussam. Abattoir d'un Cam. La mairie contourne le boycott des bouchers. Abattoir moderne d'un Cam à Bafoussam, la mairie brise le blocage. Malgré le refus de certains bouchers de rejoindre le nouvel espace aménagé, les autorités municipales ont pris des dispositions pour procéder ce matin à sa mise en service. Une décision qui a permis la reprise de ventes promotionnelles de viande de bœuf dans le 1er arrondissement au grand soulagement des consommateurs. Le reportage de Franck Direct à Sonkenk. À Cam, dans le 1er arrondissement de Bafoussam, le nouvel abattoir moderne est désormais en activité. Ici, les bovins sont abattus, nettoyés, puis acheminés vers l'esplanade de l'immeuble ministériel où les consommateurs attendent déjà pour s'approvisionner. De la semaine passée, que la viande a manqué à Bafoussam. Lorsque je vois la façon de faire est bien, c'est propre, l'hygiène est là, ça ne tombe pas. Du stockage à l'abattage, puis au nettoyage et au transport de la viande, chaque étape est organisée selon un circuit bien défini. Pour le délégué d'arrondissement de l'élevage, des pêches et des industries animales de Bafoussam 1er, ces installations répondent aux normes d'hygiène en vigueur. On nous rend compte qu'il y a une optimisation des conditions d'hygiène. Nous, en tant qu'agents inspecteurs, nous sommes chargés de nous assurer que les denrées qui sont mises sur le marché sont propres à la consommation. Et ici, le travail se fait en hauteur, contrairement au précédent abattoir où il fallait travailler à même le sol. Dès les premières heures de la matinée, les ménages ont retrouvé le chemin des points de vente où la viande est proposée au prix habituel. Cet abattoir moderne, d'un coût de 150 millions de francs CFA, a été financé conjointement par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales et la commune de Bafoussam 1er. Et rassurer que la viande qui est partie d'ici a été abattue dans l'abattoir moderne de Cam en respectant toutes les conditions d'hygiène. Si les bouchers reviennent
dans les bons sentiments qui vont tuer le bœuf. Même à partir de demain, nous on ne fait plus de foire, on les laisse faire leur activité. En attendant un retour à la normale de toute la filière, les bovins sont abattus en cam avant d'être commercialisés à l'immeuble ministériel, au grand bonheur des populations locales. Laissons la viande de bœuf pour parler cette fois des habitudes de consommation, notamment de l'alcool. Pourquoi les Camerounais boivent-ils autant? Le Cameroun, deuxième plus gros consommateur d'alcool de la CEMAC. Le pays figure aussi parmi ceux où la consommation est la plus élevée en Afrique, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. En moyenne, chaque habitant consomme entre 9 et 10 litres d'alcool pur par an. De quoi s'interroger. Derrière ces chiffres, qu'est-ce qui pousse les Camerounais à boire autant? Stress, pression sociale, convivialité ou échappatoire aux difficultés du quotidien? À l'occasion de la Journée mondiale de la bière célébrée hier, 4 août 2026, Jessica Tenos-Maché a baladé son micro, j'y arrive, dans les rues de la ville de Douala. Nous écoutons. Je suis même là avec, je sais pas, vous voyez, avec une bière à ma possession là, bon. Je suis en train de boire juste parce que bon, je veux un peu essayer d'oublier ma journée parce qu'elle a été vraiment difficile. Donc c'est une manière pour moi de noyer un peu mes soucis. Et on ne paye même pas bien. La maison est chère, le taxi aussi, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que nous buvons la bière à toute heure. Surtout moi, je bois la bière matin, midi, soir. Même maintenant, là, je suis là, j'ai envie de boire maintenant. Mais il n'y a pas encore l'argent. J'attends mon ami pour qu'il vienne me donner 600 francs pour qu'il travaille en face pendant maintenant pour boire, pour qu'il ne réfléchisse pas beaucoup. Je bois pour me faire plaisir. 2 bières, ça me suffit. Bon, je peux aussi consommer parce que comme je vois d'autres boire, ça m'encourage aussi de consommer un peu, mais sinon... Le chômage, le coût de la vie qui est difficile, avec des problèmes, et les Camerounais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et aussi toute la publicité qui est mise sur la bière, parce qu'on fait plus la publicité de l'alcool au Cameroun, plus que les livres, plus que les écrivains et tout. Donc c'est la raison pour laquelle les jeunes sont plus accros à ce qu'ils voient dans les médias et partout. Pour les uns, ils consomment par conformisme, d'autres pour se faire plaisir ou encore pour noyer leurs soucis. On entend aussi dire très souvent que l'organisme a besoin d'alcool. Vrai ou faux? La réponse, faux. Selon les spécialistes de la médecine, contrairement à une idée largement répandue, le corps humain n'a besoin d'aucune quantité d'alcool pour fonctionner. Les médecins rappellent que l'alcool n'est ni un nutriment, ni une substance essentielle à l'organisme. Au contraire, une fois consommé, il est considéré comme un produit toxique que le foie s'efforce d'éliminer. Les spécialistes soulignent que les bénéfices autrefois attribués à une consommation modérée sont aujourd'hui largement remis en cause. L'eau demeure la boisson indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, tandis que limiter, voire éviter la consommation d'alcool reste le meilleur choix pour préserver sa santé. Docteur Emen Djemo, médecin généraliste dans cet élément. À la question est-ce que l'alcool est nécessaire pour l'organisme, je dirais non, puisque l'alcool ne fait pas partie des besoins vitaux de l'organisme. Sans alcool, on peut vivre, contrairement à l'eau, qui est un besoin vital. Donc l'alcool, effectivement, à mon humble avis, est constitué comme un produit toxique autant pour moi, et n'est pas vital forcément pour l'organisme. Il est vrai qu'il y a des affirmations, des mythes disant que l'alcool à faible dose peut avoir un impact sur la santé de l'individu. Mais bon, ça, c'est ne pas tenir compte d'autres paramètres qui entrent en jeu. En réalité, l'alcool est un produit qui est issu de la fermentation du sucre. Et ce produit, notamment, c'est l'éthanol, comme on le sait. Et cet éthanol-là a des effets effectivement toxiques sur le corps, à court ou à long terme lorsqu'on le consomme, en fonction aussi de la régularité et de la quantité que l'on prend, de façon générale. Avant de mettre un terme à ce sujet sur la consommation de l'alcool, que se passe-t-il dans l'organisme une fois l'alcool consommé?
Réponse des spécialistes, l'alcool est rapidement absorbé par l'organisme et selon les médecins, il passe en quelques minutes dans le sang et atteint le cerveau, où il altère la vigilance, les réflexes, le jugement et la coordination des mouvements. Le foie assure ensuite l'essentiel de son élimination, mais à un rythme limité, ce qui explique que les effets puissent durer plusieurs heures. Une consommation excessive ou répétée augmente le risque de maladies du foie, de certains cancers, de troubles cardiovasculaires et de dépendance. Les spécialistes rappellent qu'il n'existe pas de moyen miracle pour éliminer rapidement l'alcool. Seul le temps permet à l'organisme de le métaboliser. Une fois de plus, nous écoutons sur cet aspect le docteur Aimé Dumont. L'alcool est une substance qui est facilement absorbée au travers de la membrane du tube digestif pour se retrouver dans la circulation sanguine, le sang. Et lorsqu'il arrive dans le sang, il peut agir directement au niveau du cerveau, mais aussi il peut être métabolisé. Il est métabolisé autant pour moi aussi au niveau du foie pour produire une autre substance qui, elle, peut être très nocive pour les cellules de l'organisme. Et au vu donc de ce cheminement, quand vous consommez de l'alcool, en fonction de la tolérance que vous avez, vous pouvez effectivement rapidement faire face à des complications aiguës, donc ponctuelles, à savoir le trouble de la vigilance, le trouble de l'humeur, qui sont des effets au niveau cérébral, comme vous le savez. Et au long cours, à la suite de la production de ce dérivé en fait, de l'alcool au travers du foie, dont le foie est comme cette usine-là qui transforme l'éthanol en un autre produit. Et ce produit, effectivement, au long cours, peut laisser place à des complications qui peuvent toucher aussi bien l'estomac, aussi bien le système de reproduction, aussi bien le pancréas ou divers organes en réalité. Oui, il y a cette tolérance. La tolérance peut être expliquée par l'usine qu'est le foie. Pour certains individus, ils peuvent avoir des enzymes à l'intérieur de ce foie-là qui, eux, dégradent, ou si vous voulez, changent l'éthanol en cette substance dont j'ai parlé tout à l'heure là. Ce qui fait que l'éthanol, comme il est facilement absorbé dans les cellules, n'arrivant pas au niveau du cerveau facilement, il peut tenir sur une longue période ou sur une longue consommation. Mais toujours est-il que si vous consommez une très grande quantité d'alcool, forcément cela affecte le cerveau. Et comme je disais encore, vous pouvez facilement vous retrouver dans les VAPS. Tout est dit. À présent, parlons de toute autre chose. Remaniement militaire. Qui sont les généraux chargés de garder le palais et les frontières? Le président Paul Biya a signé 2 décrets portant réorganisation du commandement militaire, confiant les 2 portefeuilles sécuritaires les plus sensibles de l'État à des officiers éprouvés. Le général de brigade Beko Abondo Raymond Jean-Charles, vétéran de 26 ans de la garde présidentielle, prend le commandement au cœur du pouvoir avec une réputation de discipline et de loyauté institutionnelle. Le général de brigade Guy Merlin Chambaud-Zambou, commandant de terrain aguerri, prend la tête du secteur 1 de la FMM avec une expérience de première ligne contre Boko Haram et un bilan en opération conjointe. L'un sécurise le palais, l'autre sécurise les frontières. Qui sont ces 2 hommes? Fandrené Marquez dresse leur biographie militaire. President Paul Biya, in a recent decree, carried out a major military reshuffle, promoting and appointing several senior military officers. Among those promoted is Brigadier General Beko Abondo Raymond Jean-Charles, who has been appointed as a new commander of the Presidential Guard. He was born on May 8, 1972 in Baturi East region. After obtaining his baccalaureate and completing his university education, he began his military career in 1992. He received initial training in Greece before undertaking specialized professional courses both in Cameroon and abroad. In 1999, he joined the Presidential Guard and steadily rose through the ranks until his appointment
as commander of the Presidential Guard in 2013. General Bonde known for his rigor, loyalty and commitment. He is regarded as one of the most strategic officers in the Cameroon Defense Forces and a key figure in President Biya's security architecture. The same presidential decree appointed Brigadier General Chembo Zambogi as a new commander of Sector No. 1 of the Multinational Joint Task Force. Born in November 1973, the 52-year-old officer is a native of Chang in the West Region. Brigadier General Guy Melen Chembo Zambo previously commanded the Mora Gendarmerie Brigade during the early years of the Boko Haram insurgency. Between 2017 and 2022, he served as commander of the 1st and 4th Rapid Intervention Battalion, the B, in Marouane Garoua. He later served as Chief of Staff of the 5th Joint Military Region in Bamenda. He holds a master's degree in strategy, defense, security, conflict and disaster management, and also trained in France at the prestigious Sensi Military Academy. Pour ce qui est du Conseil régional du Nord, le gouverneur hausse le ton. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère lors de la session ordinaire du Conseil régional, couplée à une session extraordinaire. Face aux conseillers régionaux, il a dénoncé des comportements qu'il juge inappropriés, évoquant notamment le népotisme, le laxisme et les divisions internes qui, selon lui, fragilisent l'institution. Retour sur une session qui fait débat avec Daniel Aman. Il faut taire les disputes inutiles. Le ton était ferme, voire inhabituel, face aux conseillers régionaux du Nord réunis en session ordinaire, couplée à une session extraordinaire. Le gouverneur Jean Abaté Edi a livré une sévère mise en garde, sans détour. Il a dénoncé des comportements qu'il juge contraires aux missions des élus locaux. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, nous devons travailler dans un contexte où les choses vraies devraient toujours être dites. Je voudrais vous dire qu'il est temps que vous puissiez vous réveiller. Il est temps que vous fassiez preuve d'ingéniosité, d'ardeur au travail, de bravoure. Parce que beaucoup d'entre vous pensent que parce que l'élite est là, les élites vont tout faire. Vous vous trompez. L'élite n'est pas là pour faire le travail qui est le vôtre. Et si vous laissez des conseils municipaux d'autres partis venir à être élus, allez carrément vous asseoir au village. C'est de ça qu'il s'agit. Du bureau exécutif aux différents conseillers, le gouverneur a passé en revue les manquements qui reprochent à certains membres du conseil régional. Il appelle les élus à se recentrer sur les responsabilités et sur les priorités de développement de la région. Ma présence ici n'est pas pour dévoiler qui que ce soit. Il faut taire les disputes inutiles. Vous ne pouvez pas être à la fois conseiller régional et maire et conseiller municipal. Il nous revient malheureusement, à travers les 4 départements, que ce qui vous préoccupe, c'est ces luttes d'influence interne, ces querelles inutiles. Apprenez à partager. Les responsabilités, même politiques, se partagent. Voilà le message que je tenais à vous faire passer. Peut-être de façon brutale, sans mettre les dents, pour que vous soyez conséquents envers vous-même. Une session marquée par un rappel à l'ordre. Jean Abaté Edi a prévenu. Cette mandature ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Un message adressé aux conseillers régionaux appelés à davantage d'engagement dans l'exercice de leur mission. Jean Abaté Edi a prévenu. Cette mandature ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Un message adressé aux conseillers régionaux appelés à davantage. Voilà, nous sommes arrivés en deuxième partie de notre émission Grand Plateau. Nous parlons des médicaments de la rue. Combattre sans combattre. Le gouvernement et les trafiquants de médicaments jouent-ils au chat et à la souris dans la lutte contre ces produits pharmaceutiques présentés comme un réel danger pour la santé et la vie des Camerounais? Voilà, plus
plusieurs décennies que les autorités et forces de maintien de l'ordre mènent des opérations coup de poing contre un ennemi public pourtant bien connu sans pouvoir tordre définitivement le cou à un fléau qui a dépassé la taille d'un serpent de mer. Le phénomène est plutôt une hydre de Lerne, ce monstre de la mythologie grecque dont la tête tranchée en repoussait plusieurs autres. Des saisies et destructions sont effectuées chaque jour sans pour autant éradiquer tous ces médicaments de nos rues. Pourquoi la répression n'est-elle pas exemplaire contre les acteurs indélicats d'un secteur aux allures d'une bande d'un crime organisé? Jean-Paul Chouniat. Qui prospèrent au Cameroun. Presque toutes sont devenues de grands serpents de mer, des drogues stupéfiants, produits pharmaceutiques, denrées alimentaires et boissons impropres, pour ne citer que ces catégories nuisibles à la santé humaine en cas de consommation. Et le secteur des médicaments, plus qu'un serpent de mer donc, s'est transformé en une hydre de Lerne. Ce monstre dans la mythologie grecque à qui on coupait la tête, plusieurs autres en repoussaient en un laps de temps. Pour le dire terre à terre, la lutte contre les médicaments de contrebande est donc vouée à l'échec, en raison de l'omniprésence de puissants circuits d'approvisionnement, dont la partie visible de l'iceberg demeure tous ces médicaments et consommables dans des kiosques et comptoirs des marchés et coins de rue, vendus au vu et au su du ministère de la Santé publique et toutes les autorités administratives compétentes. Les Camerounais se sont pourtant familiarisés depuis des années aux opérations coup de poing des autorités, à fort déploiement des forces de maintien de l'ordre, des saisies et destructions publiques, spectacularisé devant caméras de télévision. Tout le one-man show relayé en mondovision à travers des déclarations de guerre à une activité illicite qui tue des milliers de Camerounais et cause des pertes en centaines de milliards de francs CFA à l'économie nationale. Nous sommes très renseignés, il faut le dire, de tous les sites, n'est-ce pas, là où ces médicaments existent. Il y a même hors du marché. Nous en connaissons, mais nous allons venir de manière progressive. Faux médicaments ne posent pas seulement un problème de santé publique, ils posent également un problème de trouble à l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle la gendarmerie nationale est impliquée aux côtés du ministère de la Santé publique pour mettre un terme à ce fléau. L'activité a dépassé le simple niveau des importations frauduleuses aux frontières. Des entrepôts et maisons d'habitation sont désormais de vrais laboratoires de production de faux médicaments, étiqueté et présenté comme authentique sur le marché. Un produit est périmé en pharmacie, on le récupère, on le met dans cet emballage et on dispose d'un cachet qui permet de le remettre dans le circuit de commercialisation en y mettant un cachet qui montre que la date de péremption est encore lointaine alors que le produit en lui-même il est périmé. Mais les citoyens malades sans revenus conséquents pour se soigner et aussi par ignorance croient avoir trouvé de vraies alternatives pharmaceutiques à la vie chère, mais payent finalement très cher au prix de leur vie. Nous sommes ici ce matin pour dire encore aux populations et aux vendeurs, il est temps d'arrêter. Le ministre de la Santé publique est descendu ici, même dans ce marché, pour dire aux vendeurs, arrêtez, les habitudes n'ont pas changé. Des milliers de Camerounais en tombent malades et meurent sans crier gare. Quel coupable de trafic de faux médicaments a été interpellé et puni conformément à la loi. Nous avons constaté que très souvent, ces malfrats-là, malheureusement, quand ils ne sont pas condamnés, ils continuent tranquillement leur sale besoin. Les autorités administratives et sanitaires ne sont-elles pas finalement dans un jeu du chat et la souris, en faisant semblant de combattre ce trafic sans réellement le combattre? Les médicaments de contrebande venus de l'étranger et ceux de la contrefaçon fabriqués sur place continuent pourtant de prendre le volume d'une tumeur dans le corps social. Mais les autorités continuent de jouer leur disque rayé, déclarant toujours « les opérations coup de poing vont se poursuivre ». Et le plus ahurissant, c'est de voir certains sous-préfets à peine nommés dans un de ces arrondissements de nos grandes villes lancer leur descente musclée sur le terrain avec pose de scellés sur ces points de vente illégaux de médicaments, malheureusement réouverts le lendemain, contre versement des dessous de table à ces mêmes autorités. Des dérives connues de toute la chaîne répressive, mais rien n'est fait. Déclarer lutter contre les médicaments de contrebande vendus dans la rue, de qui se moque-t-on finalement? Sur de la santé des Camerounais, des forces de maintien de l'ordre trimballées partout, de l'ordre national des pharmaciens du Cameroun, fatigués de se plaindre, et surtout de toutes ces chaînes qui, à la moindre saisie, font de la diffusion répétée depuis des décennies, sans jamais interroger la persistance d'un fléau qui a eu le temps de bien pousser des racines. Voilà que la presse en parle depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui a donc changé?
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui justifie la persistance de ce phénomène de vente de médicaments illicites au Cameroun? Comment ces réseaux de contrebande parviennent-ils à déjouer la vigilance des systèmes de sécurité pour livrer ces produits non autorisés? Peut-on espérer un jour éradiquer le phénomène? Si oui, avec quels moyens? Nous en parlons à présent avec Joseph Mbemboum, journaliste scientifique, président de la Confédération africaine des journalistes scientifiques, vice-président de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, CEO du groupe Média EcoSanté, directeur de publication EcoSanté. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Plateau, en direct de Zoom. Vous êtes depuis, vous nous recevez ou alors nous vous recevons depuis Yaoundé. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, aujourd'hui nous parlons de ce problème, de ce phénomène de faux médicaments et on va d'entrée de jeu signaler que vous êtes un journaliste qui est habitué des investigations, des enquêtes dont vous êtes aguerri dans le sujet et dans le domaine. Alors, qu'est-ce qui explique quand même que chaque année on se retrouve toujours en train d'assister à la destruction des médicaments falsifiés et d'où proviennent ces médicaments, Monsieur Joseph Mbemboum? Mais je commencerai d'entrée de jeu à partir que si le médicament contrefait, le mauvais médicament, le médicament de la rue, appelez-le comme vous voulez, continue de circuler au Cameroun, je pense que cela émane d'un manque de volonté politique claire pour mettre fin au phénomène des médicaments de la rue, disons-le sans embâche. Je vous dirais par exemple que c'est depuis 2019 qu'il y a un comité national multisectoriel qui a été mis sur pied par le Premier ministre chef du gouvernement, l'actuel Premier ministre, vous l'avez très bien compris, pour mettre fin au phénomène du médicament de la rue. Ce comité-là, aujourd'hui, englobe pratiquement l'essentiel des ministères sectoriels, y compris la gendarmerie, la police, et y compris les douanes. Mais d'où viennent les médicaments et pourquoi nous avons effectivement ce problème continu? Mais l'essentiel des médicaments que nous retrouvons dans nos comptoirs, dans nos marchés, dans les rues, dans nos villages, passe par les portes d'entrée du Cameroun. On sait très bien que la majorité viennent des pays comme l'Inde, comme le Nigeria et beaucoup d'autres pays. Alors, ces médicaments passent par les ports ou alors par tout simplement nos frontières. Et très souvent, ces médicaments ne sont pas portés sur la tête. Ces médicaments passent par les conteneurs, ces médicaments passent par des voies d'accès. Donc, comment expliquer que la douane camerounaise, avec toutes les mesures de surveillance qu'ils disent avoir au niveau de nos frontières et en particulier au niveau de nos ports, comment est-ce que le médicament, des tonnes, et là nous parlons des conteneurs et des conteneurs de médicaments, réussissent à passer entre leurs mailles? Je vous dirais d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une complicité. Et allez vous demander comment est-ce qu'on réussit, même par voie terrestre, à faire entrer des conteneurs de médicaments. Et quel est le scénario? Très souvent, une fois qu'on a interpellé le petit vendeur au marché Mokolo, au marché de Kololo, mais rapidement, vous avez un haut placé qui va passer un coup de fil et vous dire de ne pas placer. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les qui, où est-ce qu'on peut trouver le médicament de la rue? L'autre question que je suis tenté de poser, c'est où est-ce qu'on vend les médicaments? Mais aller dans nos marchés, comment est-ce qu'on fait pour aller prélever la taxe communale chez un vendeur de médicaments de la rue? Tous ces médicaments sont vendus à longueur de journée, au vu et au su de dans nos marchés. Donc, voilà, c'est pour cette raison que je vous parle d'une volonté politique. Parce que le premier élément, c'est qu'on ne devrait pas trouver un seul comptoir où on vend le médicament dans la rue. Alors, je me pose la question, que font nos mairies? Que font les sous-préfets? Que font les préfets? Que font la gendarmerie? Vous avez les agents communaux qui sont matin, midi, soir, chaque jour dans nos marchés, qui collectent la taxe communale, qui
qui sillonnent à longueur de journée, comment est-ce qu'on réussit à nous dire que nous voyons ces vendeurs-là au quotidien? C'est donc une complicité, c'est une volonté manifeste de certaines personnes tapis dans l'ombre de ne pas mettre fin au phénomène des médicaments de la rue, parce que c'est possible de mettre fin. Le Ghana, le Rwanda l'a fait. Il y a plusieurs pays africains qui l'ont fait ou qui ont réduit le phénomène aujourd'hui à sa simple expression. Donc je pense honnêtement que c'est possible. Voilà, vous pensez que c'est possible et il faut noter, vous l'avez souligné tout à l'heure, Monsieur Bembou, le système de sécurité dans nos ports et dans nos frontières sont assez importants, assez sophistiqués. Donc, vous pensez qu'il s'agit d'une complicité. Est-ce que quelque part, les commerçants, du moins les importateurs de ces médicaments falsifiés, ne déjouent pas la vigilance de systèmes de sécurité, par exemple, dans les conteneurs? Est-ce qu'ils ne signalent pas, par exemple, qu'ils ont des chaussures alors que ce sont des médicaments? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une certaine vigilance de nos ports qui est déjouée? Alors, je redis, quand vous décidez de combattre un mal, comme le médicament, parce que nous parlons, mais aujourd'hui, le taux, par exemple, d'insuffisance rénale est en train d'atteindre, de battre des records. Et le médicament, le mauvais médicament en est. Les cancers augmentent. Le médicament de la rue tue. Le mauvais médicament tue. Alors, nous avons, je pense que ce soit au port autonome de Douala, au port autonome de Kribi, il y a un système de scanner qui permet que quand vous avez un conteneur qui arrive, on peut le scanner au-delà de ce que l'importateur déclare. Le système de la douane aujourd'hui, et même dans nos aéroports, on a la capacité de pouvoir aujourd'hui scanner, connaître au détail près qu'est-ce que nous avons dans nos conteneurs. C'est pour cette raison que je dis, si nous voulons, on a la capacité de renforcer déjà les mesures de surveillance dans nos ports, dans nos aéroports, dans les portes d'entrée du Cameroun, parce que ça commence par là. Et vous avez tout à l'heure, même dans l'ordre du reportage, parlé de ceux qui fabriquent en interne. Mais nous connaissons également les matières premières qui permettent de fabriquer une fausse chloroquine, qui permettent de fabriquer X ou Y médicaments. Ça veut dire que quand vous importez cette matière première-là, si vous n'avez pas un agrément de grossiste, un agrément d'industrie pharmaceutique, mais on devrait mener les enquêtes pour chercher à savoir qu'est-ce que vous allez faire avec la matière première qui permet de fabriquer le médicament. Là encore, vous voyez qu'il y a une question de surveillance, une question de volonté. Parce que je les appelle les malfrats, ces importateurs malveillants, tous ces gens-là qui vendent le mauvais médicament, qui tuent les Camerounais tous les jours, et ils ne sont pas conscients. Donc, il ne faut pas espérer sur leur conscience qu'ils vont changer un matin. Ce sont des criminels. Et le devoir de l'État, c'est de les craquer. Et l'État a des moyens de pouvoir les craquer si l'État veut. Et l'autre élément, je pense qu'on va évoquer ça tout à l'heure, c'est effectivement de rendre le médicament essentiel disponible, disponible au kilomètre près. Et je pense que nous allons aborder. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui favorise également la circulation du médicament de la rue? C'est parce que le médicament essentiel n'est pas disponible ou n'est pas suffisamment disponible. Accessible. La Sénamé n'a pas assez de moyens. Oui. La Centrale nationale d'approvisionnement de médicaments n'a pas assez de ressources pour pouvoir commander suffisamment de médicaments. Résultat des courses, quand vous allez dans le centre de santé, on vous dit par exemple qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas tel produit, et on vous dit, vous avez quelqu'un qui vend au bord du carrefour, il est le docteur du village, il n'a jamais été infirmier, il n'est rien du tout, et il vous propose ce médicament. Comment est-ce qu'il est conservé, comment est-ce qu'il est transporté, personne ne sait, vous l'achetez. Donc, je pense que nous avons des questions de mesures sécuritaires, nous avons la lutte contre la contrebande du médicament, la circulation du faux médicament, mais nous avons également deux questions très importantes pour mettre fin à la problématique du médicament de la rue, c'est la production locale. Et nous avons également le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels. Ça, ce sont des deux points, je pense qu'on aura l'opportunité de les développer, qui, je puisse vous dire aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, importe 95% de son médicament.
Vous avez des pays africains aujourd'hui qui ont atteint la barre de 70-80% des produits essentiels produits localement. Au Cameroun, c'est à peine 5%, à moins de 5% de la production locale. Vous avez plusieurs industries pharmaceutiques camerounaises qui ont ouvert et qui ont fermé parce que l'État ne les a pas suffisamment accompagnés pour que nous puissions avoir une production des médicaments localement. Comment est-ce que nous pouvons avoir un antipaludéen fabriqué au Cameroun? Mais on choisit, au lieu de prendre ce qui est produit au Cameroun, on choisit d'aller acheter le médicament à l'international, alors qu'il y a les coûts de transport qui s'élèvent, il y a les coûts et tous les autres coûts qui s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques personnes qui veulent profiter derrière pour se faire des missions à l'étranger, qui veulent profiter derrière pour essayer d'avoir des recommissions. Parce que sur le marché local, ça sera un peu difficile. Exactement. Donc, aujourd'hui, si nous voulons mettre fin aux médicaments de la rue, nous devrions commencer par booster l'industrie pharmaceutique locale qui représente pour le moment à peine 5% des médicaments que nous consommons. Les Camerounais doivent le savoir. Entre-temps, nous importons 95%. Je ne voudrais pas vous donner le chiffre en termes de milliards. La Sénamé, par exemple, j'ai échangé récemment sur la question avec l'actuel directeur général de la Sénamé qui nous disait qu'il y a une opportunité de partenariat avec certaines organisations pour bâtir des industries ici et pour accroître le médicament. Mais je puisse vous dire, par exemple, que la Sénamé n'a pas pu tenir un conseil d'administration depuis sensiblement 6 mois pour réajuster son budget dans l'optique de pouvoir accroître sa capacité à avoir les médicaments. Je ne sais pas, Marinette, si vous comprenez ce que j'explique. Exactement, on vous suit. Vous avez un directeur général qui vous dit « Nous avons besoin de passer de 3 milliards de médicaments à au moins 6 milliards ou 10 milliards. » Il n'arrive pas à passer les commandes parce qu'il n'arrive pas à organiser un conseil d'administration parce qu'il y a des blocages ça et là. Comment est-ce qu'on va donc lutter contre le médicament de la rue si nous n'arrivons pas à la... Ça veut dire que à la société créée par l'État du Cameroun pour avoir les médicaments. Comment nous allons faire? C'est un véritable problème. Nous avons ce problème d'approvisionnement, comme vous avez dit, il y a la question de l'industrie locale, où l'État ne met pas assez de moyens pour que l'industrie locale, et même ceux qui produisent, parce qu'il faut le dire, je ne vais pas citer les noms des entreprises ici, je ne vais pas faire la publicité, établis au Cameroun, mais qui vous disent que ceux qu'ils produisent, l'État n'achète même pas l'intégralité. Ça veut dire qu'ils produisent, ils sont censés être au moins 10 ans quand il s'agit d'un appel d'offres local ou international, mais on laisse leurs produits pour aller acheter les mêmes produits à l'étranger. Et après, vous dites que vous luttez contre le médicament de la rue. De quelle lutte vous parlez? Vous avez une centrale nationale d'approvisionnement en médicaments essentiels qui est là, qui n'a pas un budget conséquent qui lui permet d'acheter les médicaments pour que chaque Camerounais puisse avoir un médicament essentiel. Comment est-ce que vous dites que vous luttez contre le médicament de la rue? Je m'interroge. Exactement, c'est une interrogation qui a lieu d'être. Le Cameroun a les moyens de pouvoir fabriquer des médicaments. Le Cameroun a la possibilité de pouvoir mettre à la disposition de sa population un certain nombre de médicaments. C'est une volonté politique. Vous dites, le problème est la volonté politique, les blocages internes qui font en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à faire émerger ou alors à soutenir tous ces pharmacies. Bon, je ne vais pas parler de pharmacie, tous ces laboratoires qui essayent quand même de travailler à offrir une meilleure santé. Alors, au-delà de tous ces complots, puisqu'on a l'impression que la population camerounaise est victime d'un complot de ses propres dirigeants, on va le dire ainsi, est-ce qu'une sensibilisation accrue sur les dangers de ces médicaments ne peut pas peut-être amener ces populations à choisir, au-delà du fait que ce n'est pas, du moins, c'est difficilement accessible au niveau du coût, mais est-ce qu'une sensibilisation
accrue ne pourrait peut-être pas changer les habitudes, parce qu'il faut dire, hein, les Camerounais s'approvisionnent majoritairement dans la rue. Et quand parfois tu essayes de les amener à comprendre que c'est dangereux du point de vue de la conservation, ils vous disent que même les médecins des hôpitaux viennent s'approvisionner là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un aspect très important. La sensibilisation le dira jamais assez. Le médicament de la rue tue. C'est le poison. Peu importe qu'on vous dise que c'est un médicament, parce qu'il faut que les gens le comprennent, Marinette, une fois de plus, une bonne fois pour toutes, un médicament qui doit être conservé, par exemple, à 25 degrés, même si vous l'avez acheté en officine, une fois que vous prenez ce médicament, vous venez l'exposer à un comptoir. Le médicament qui devait rester à une température de 25 degrés Celsius se retrouve à une température de 30 degrés, 35 degrés, parce qu'il est exposé au soleil. Ce médicament devient de fait un poison, parce qu'il n'est plus qu'il devrait être. C'est pour cette raison que quand bien même on prendrait un médicament en pharmacie de qualité, qu'on le vendrait dans la rue, ce médicament devient un mauvais médicament pour la santé. Ça, c'est vraiment très important. Donc, il faut que les gens comprennent que le médicament de la rue n'est pas seulement mauvais parce que peut-être on l'aurait pris du mauvais circuit, mais mauvais parce qu'une fois que le médicament ne respecte pas le circuit de transport, d'approvisionnement et de distribution, il devient mauvais. Quand il n'est pas distribué par des personnels qualifiés, il devient également mauvais. C'est très important de le savoir. Oui, effectivement, la sensibilisation, elle est importante, qu'on continue à le dire. Mais il y a une question aujourd'hui. Alors, je vais vous partager un contenu des échanges entre le ministre de la Santé publique et l'Ordre national des pharmaciens. Une fois lors d'une réunion, le ministre de la Santé proposait à l'Ordre des pharmaciens de voir si, par exemple, il n'y avait pas une possibilité de vendre des comprimés au lieu de vendre des boîtes. Pourquoi? On constate, par exemple, que vous arrivez en pharmacie, vous avez besoin de 5 comprimés. Et la pharmacie vous demande d'acheter une boîte de 30 comprimés. Vous n'en avez besoin que de 5. Alors, vous vous retrouvez à dépenser 10 000 francs pour acheter une boîte de 30 comprimés. Et à la fin, vous n'en aurez besoin que de 5. Et qu'est-ce que vous faites des autres comprimés qui restent? Donc, le ministre de la Santé proposait à l'ordre des pharmaciens de voir si les officines ne pouvaient pas, à leur niveau, trouver un mécanisme pour vendre le médicament en détail, les quantités qu'il faut pour le patient, ce qui permettrait de rendre le coût du médicament accessible. Parce qu'il faut le reconnaître, très souvent en officine, le médicament aussi coûte cher. Et quand parfois le patient arrive en pharmacie, on lui dit, nous ne détaillons pas le médicament, vous achetez la boîte ou vous laissez, et qu'à côté, quelqu'un propose au même patient de lui vendre juste les 5 comprimés qu'il a besoin, il a tendance à aller là où le médicament là où c'est moins cher, même s'il est dangereux. Donc, il y a également cette là où c'est moins cher. Donc, il y a également cette interpellation envers les pharmaciens, ceux qui tiennent les officines, et également d'adopter que l'ordre des pharmaciens, les syndicats des pharmaciens, tiennent compte également le niveau de vie des populations, le niveau de vie des Camerounais, et qu'ils adoptent une politique qui permet qu'on puisse vendre le médicament à un coût accessible, mais avec des proportions ou des quantités par rapport aux besoins en fonction de l'ordonnance. Parce que ça ne sert à rien. Parfois, dans les maisons, vous retrouvez les gens qui ont des boîtes et des boîtes de médicaments non utilisées parce qu'en pharmacie, on vous a vendu trop de boîtes de médicaments. Donc, c'est également un aspect non négligeable, mais comme je le dis, il faut aujourd'hui qu'on veille. Moi, je dirais par exemple que le ministre de la Santé devrait sanctionner systématiquement toutes les formations sanitaires publiques qui ne s'approvisionnent pas dans les fonds régionaux pour la promotion de la santé. Je vous dis, Marguerite, ce que vous ne savez pas, c'est que la plaquette de para qu'on nous vend à 100 francs dans les formations sanitaires publiques, je veux dire dans les centres de santé, les hôpitaux publics, ne devrait pas coûter 100 francs. Par exemple, il devrait coûter 50 francs.
sauf si les prix ont changé. Mais par exemple, ce que vous savez pas, Marinette, la Sénat généralement les tarifaires des médicaments qui devraient être affichés à chaque espace de vente de médicaments à l'hôpital public. Donc, quand vous arrivez, vous avez ce document. Faites le tour des hôpitaux publics. Citez-moi le nombre d'hôpitaux publics où vous allez trouver la grille des prix de vente de médicaments affichés au niveau de la pharmacie de l'hôpital. Parce que même les hôpitaux publics n'appliquent pas le prix. Ça veut dire qu'ils partent acheter une plaquette de para à 25 francs, ils partent revendre la même plaquette de para à 100 francs, alors que le régulateur a prévu que cette plaquette soit vendue à la population à 50 francs. Donc, il y a un problème de régulation des prix des médicaments également dans les formations sanitaires publiques. Et il y a la fameuse également question, toujours dans le sens de la sensibilisation, de ces formations sanitaires clandestines qui n'ont pas d'autorisation pour s'approvisionner auprès des grands distributeurs de médicaments comme Laborex, Ubifam, etc., qui ne peuvent pas s'approvisionner auprès des structures étatiques. Et alors, ils sont pratiquement 3000. Où est-ce qu'ils prennent leurs médicaments? Exactement. Mais quand on vous dit que même les médecins, le Cameroun compte plus de 3000 formations sanitaires clandestines, donc qui ne sont pas autorisées à exercer la médecine. Les 3000 formations sanitaires s'approvisionnent où? Vous comprenez que les 3000 formations sanitaires prennent le médicament dans la rue. Ils vendent le médicament, le mauvais médicament aux gens. Les cliniques, les polycliniques, les centres de santé clandestins sont également pour ma part, ce sont également des structures qu'on devrait fermer sans état d'âme parce que c'est également là-bas que ces produits passent pour voilà. Médicament. Exactement. Voilà, du médicament de la rue. Donc, en réalité, aujourd'hui, si nous voulons sensibiliser, oui, disons aux patients, disons à la population que le médicament est mauvais, mais trouvons également des mécanismes qui puissent permettre aux populations d'avoir un médicament de qualité sûr, à moindre coût. Évidemment, à moindre coût, parce que les Camerounais n'ont pas assez d'argent. D'accord. Avant de partir, nous savons quand même que vous êtes un habitué des chiffres. Est-ce que statistiquement, on a quand même des chiffres qui montrent la gravité de la situation sur ce qui concerne la consommation des médicaments de rue? Est-ce que sur le plan de la santé publique, on a des chiffres qui montrent les conséquences de ces médicaments qui sont consommés à longueur de journée, d'année par les populations dans la rue? D'après un rapport de l'OCEA et même des rapports de l'OMS, nous savons que 30 à pratiquement 70%, le chiffre n'est pas exact, 30 à 70% des médicaments qui circulent au Cameroun et même dans la zone CEMAC sont des faux médicaments ou encore des médicaments de la rue. Donc le chiffre est assez alarmant. La majorité des médicaments qui circulent sont malheureusement de faux médicaments et qui sont vendus malheureusement dans la rue. Et comme je vous ai dit, un mauvais médicament a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que vous allez voir les gens qui se plaignent tous les jours que je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit le médicament, j'ai pris les médicaments, mais je ne guéris pas. Le mal ne fait que s'empirer. Je ne fais que boire des médicaments parce que pendant qu'on pense vous donner un paracétamol dosé à 100 mg, mais malheureusement, vous êtes en train de prendre du couscous qu'on a tourné quelque part derrière une maison et vous n'en trouverez jamais la santé. L'autre conséquence, c'est que vous risquez de développer une hépatite médicamenteuse, parce que les gens ne le savent pas. Il y a également que les médicaments créent les hépatites, les médicaments créent les insuffisances rénales, les médicaments créent beaucoup d'autres pathologies, je ne vais pas toutes les citer, mais le mauvais médicament, il est très dangereux. Et je puisse vous dire, regardez juste les statistiques des insuffisances rénales, regardez les statistiques des hépatites, regardez aujourd'hui comment la santé des Camerounais se dégrade. Il faut que le gouvernement se lève et qu'il frappe du poing sur la table. Le Rwanda a réussi à tordre le cou aux médicaments de la rue. Voilà. Oui, le Rwanda a réussi. Il y a les pays comme le Ghana, il y a beaucoup d'autres pays. Il est possible de mettre fin au phénomène des médicaments de la rue. Il suffit de passer
d'éviter des discours et Voilà, je pense que... Camerounais. Ouais. Voilà, merci beaucoup Joseph Membro. Je rappelle, vous êtes journaliste scientifique et vous avez beaucoup de titres à l'international en ce qui concerne le journalisme scientifique. Vous êtes également le PDG d'EcoSanté, du moins de tous ces médias qu'on peut voir dans le cas d'EcoSanté. Vous êtes un spécialiste vraiment de la santé, du moins sur le plan journalistique. Merci d'être des nôtres et merci de nous avoir prêté quelques informations et surtout de nous avoir accompagnés durant cet entretien. Restons disponibles chaque fois qu'on parlera de santé parce que nous ne pouvons pas dormir chaque fois qu'un Camerounais meurt alors qu'on aurait pu le sauver. Merci également pour l'invitation. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez suivi tout ce qui concerne c'est les médicaments falsifiés, les médicaments de rue. Consommer, c'est dangereux parce que ces médicaments ne respectent pas le circuit de transport, de conservation et donc devient dangereux pour la santé. Merci d'avoir suivi. On se retrouve sans doute demain, si plaît à Dieu, pour un autre cadre de Grand Plateau. Au revoir. Bonne soirée.